Alors aujourd'hui, nous célébrons la Journée internationale des femmes. Et elle est notamment consacrée, comme le disait Brigitte, à cette autonomisation tant souhaitée par nos mères, nos grands-mères, nos arrière-grands-mères, depuis des siècles où les femmes ont été soumises aux hommes. J'ai donc tenu à vous parler du processus, mais pas celui d'une sociologue. C'est le regard d'une conseillère conjugale et familiale. Je vais donc aborder l'autonomisation des femmes sous un angle plus intérieur, plus fondamental, qui touche en fait à chacune d'entre nous. L'autonomisation de la femme. Alors la première question à se poser, c'est qu'est-ce que l'autonomie? Moi, je vais vous la poser. Mesdames, messieurs, ici présents, qu'est-ce que l'autonomie? Qu'est-ce que ce mot vous évoque? Qu'est-ce que vous pourriez en dire? La parole est à vous. Oui. Se sentir libre de réfléchir. Être libre. Libre de réfléchir. Ah ah. Ok. Oui. Oui. Être son propre maître. Son propre maître. Oui. Tout un programme. Avoir le pouvoir de décision. Avoir le pouvoir de décision. Quoi d'autre? Oui. Pouvoir faire ce qu'on a envie de faire sans être obligé, sans qu'on oblige. Oui. On pouvait dire ça en deux mots. Libre d'agir. Peut-être, d'accord. Libre de réfléchir, libre d'agir. Oui. L'accès à l'éducation, par exemple, en Afghanistan, l'accès des femmes aux études, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays. Ici, oui, mais pas partout. Donc l'autonomie, ça serait avoir accès à l'éducation. Oui. Ok. Au plus profond. Agir selon mon ressenti. Agir en fonction de son ressenti le plus profond. Oui, ça va comme ça? Ouais. Agir selon mon ressenti. Oui, c'est bon. Ouais, je dirais quelque chose comme pouvoir avoir un rôle dans la société. Avoir un rôle dans la notre société. famille, voilà, pouvoir trouver son rôle. Trouver son rôle. S'épanouir. Transmission de pensée. Avoir une indépendance financière aussi. Indépendance. Oui, indépendance financière. Oui. De pouvoir avoir une formation qui donne la femme. Donc pas indépendance sur tous les plans, mais financière. financière. Bon. Tout ça sont des revendications, plus que l'histoire. Ah non. Mais on
Pas forcément. Oui, où on découvre. Maintenant, la question à définir quel est le rôle de la femme. Parce que je veux faire ça, je veux faire ci, mais mon propre maître dit ça, mais est-ce que dans quelle direction je veux aller? Alors on va en reparler. En tout cas, c'est intéressant. Et moi-même, j'ai regardé sur Internet et j'ai trouvé 3 définitions qui m'ont bien plu et qui se retrouvaient à peu près partout. Donc, la première définition de l'autonomie, c'est la capacité à entreprendre des actions par soi-même en se donnant ses propres limites et ses propres règles de conduite. Autrement dit, j'entreprends des actions en suivant ma propre boussole intérieure. J'aime bien ça. Alors, selon M. Larousse, un petit peu différent, capacité de quelqu'un à ne pas être dépendant d'autrui. Autrement dit, je ne dépends pas de la boussole de mes voisins, mais j'utilise la mienne propre. Et puis il y a enfin l'autonomie d'un appareil. On dit mon téléphone a une autonomie de 10 heures. J'aime bien ces définitions. En fait, elles sont complémentaires. Autrement dit, moi, femme, je suis autonome quand je n'ai plus besoin de l'autre pour me faire sentir ma propre valeur. Mes besoins, mes désirs, me faire connaître mes devoirs, mes droits, mes limites, me dicter mes opinions, etc., etc. Pas besoin de l'autre, plus besoin de l'autre pour me sentir exister. Mais cet état-là, je ne l'ai pas depuis ma naissance. J'ai été dépendante et j'ai acquis tout ça. Les valeurs, les règles, les opinions, à partir de mes parents, de ma famille, de la société. Il y a eu un processus de croissance. Et c'est ce processus-là que j'appellerai l'autonomisation. Maintenant, je peux dire que j'ai digéré tout ce que j'ai reçu. Je l'ai adapté selon ma propre conscience, ma propre réflexion. Et c'est devenu mien. C'est devenu moi. Voilà ce qu'est l'autonomie. C'est cette capacité à me diriger selon mes propres lois, mes propres critères, mes propres désirs, et je dirais ma propre conscience. Et cette autonomie, elle requiert en fait une vraie maturité. Alors je disais tout à l'heure qu'un téléphone peut avoir une autonomie de 10 heures. Ça veut dire qu'il n'a pas besoin d'apport extérieur pour fonctionner comme un téléphone. De la même façon, je suis autonome quand je n'ai plus besoin d'apport extérieur pour fonctionner pleinement. Je vais m'expliquer. J'ai plus besoin des autres, ou plutôt, je n'ai plus besoin que les autres m'aiment pour m'aimer vraiment. Je n'ai plus besoin que les autres m'apprécient, qu'ils m'admirent, qu'ils me reconnaissent, pour ressentir ma propre valeur. Je ne vais donc pas agir pour me faire valoir, mais pour d'autres motivations.
Alors évidemment, je ne suis pas indifférente à tout ça. On a toujours besoin d'être confirmé dans sa valeur. Mais ce n'est pas mon moteur. Ce n'est plus mon moteur. En fait, on pourrait dire, quand mon téléphone est autonome, je peux me mettre en lien avec l'autre. Hein? Il n'y a plus de grésillement sur la ligne, il n'y a pas de parasite. Ben, quand je suis autonome, je peux me mettre en lien avec l'autre, sans motivation sous-jacente, que l'autre m'aime, que l'autre m'admire, ou je ne sais quoi, qui viendrait parasiter la relation. L'autonomisation de la femme a été une lutte sociale, extérieure, pour acquérir des droits. Et on y est parvenu petit à petit. Le droit de vote, le droit d'avoir un compte en banque, etc. Mais c'est surtout une lutte, un travail intérieur qui concerne chaque femme, chacune d'entre nous, dans sa vie quotidienne. Et chaque homme aussi, d'ailleurs. Si je ne sais pas m'affirmer, personne ne le fera pour moi. Même si toute la société me le permet. Si je ne sais pas m'aimer, me donner ma pleine valeur, personne ne le fera à ma place. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes en marche vers l'autonomie de la femme. Et c'est cette marche que nous nommons autonomisation. Alors, en fait, ce processus, qui est un processus de croissance, il n'est pas linéaire. En fait, il passe par 4 étapes qui vont se répéter en spirale tout au long de notre vie. Et ces étapes, c'est important de les connaître pour nous y retrouver dans notre propre parcours au quotidien. Notre propre parcours vers l'autonomie. Alors, est-ce que vous pourriez me dire quelle est la première étape vers l'autonomie? La toute première. Marcher, parler. Marcher. Comment? Marcher. Marcher ou mâcher? Marcher. C'est les deux. Généralement. Généralement. On peut même imaginer, au niveau le plus fondamental, l'enfant qui va accéder à l'autonomie. Quelle est la première étape? La recognition on est une entité distincte de tous les autres. Que, voilà, un enfant qui reconnaît qu'il n'est plus attaché à sa maman. Avant ça. Même avant ça. Oui. Regardez un bébé. Recevoir de l'amour. La volonté. Avant ça. De demander ce qu'il a besoin. Pour le bébé, c'est quoi sa première étape avant qu'à un moment donné, il arrive à l'autonomie? Il a besoin de recevoir l'affection déjà. Oui. Là, c'est d'emblée. Je dirais que la toute première phase, à partir du moment où le bébé sort du ventre de sa mère, c'est la respiration. Je parlerai de dépendance. La toute première étape, c'est la dépendance. Alors celui-là,
la dépendance. Le tout petit bébé, il est totalement dépendant de sa mère. Il est tout sauf autonome. Il a besoin d'elle, il ne peut rien faire sans elle. Il ne se sent d'ailleurs en sécurité que quand il est tout près d'elle. En plus, le monde tourne autour de lui. Il est incapable de se décentrer de lui-même. Il est incapable d'imaginer que sa mère a une existence propre, que ses pensées ne sont pas uniquement focalisées sur lui. Ça, il ne peut même pas imaginer. La dépendance. Et alors, quelle est la deuxième étape? Parce que l'idée, hein, c'est d'arriver tout en haut à l'autonomie. Il y a 4 étapes. Qu'est-ce qui se passe chez l'enfant vers l'âge de 2 ans peut-être? Ça, c'est pareil. On voit c'est pareil. Ouais. C'est pas sa maman. En fait. Comment il fait? À quoi on le voit? Un peu turbulent. Comment? Un peu turbulent. Un peu turbulent. Ouais. Il marche, il parle, il Oui, répond. mais qu'est-ce qu'il dit plus particulièrement? Non. Il dit non. Voilà, il dit non, absolument. Ça fait rien. Ça fait rien. C'est l'étape de la contre-dépendance. La deuxième étape. On va vers le haut. Parce qu'il veut faire par lui-même. C'est ça? Non. En fait, il entre ainsi dans une phase d'opposition quasi systématique. En général, on dit c'est vers l'âge de 2 ans. En fait, tant qu'il dit oui à sa mère, il ne sait pas faire la différence entre son désir à lui et celui de sa mère. Il ne sait pas s'il mange parce qu'il a envie de manger ou parce que sa mère a envie qu'il mange. On peut dire que dans la phase de dépendance, il existait dans le prolongement du désir de sa mère. Et maintenant, il y a une force de vie en lui qui fait qu'il veut exister par lui-même. Alors il doit mettre une barrière au désir des autres, notamment de ses parents, pour pouvoir sentir le sien propre. Du coup, il devient un petit peu agressif. Hein? C'est la phase de contre-dépendance qui est une phase de recherche de soi, de recherche du désir propre, de l'individualité, de l'affirmation de soi, parce que c'est pas facile de dire non à des parents quand on est un petit bout de chou de 2 ans. Le fait qu'il y arrive, il passe d'une étape à une autre. C'est une étape marquée par l'égoïsme. Et c'est dans l'ordre des choses. À cet âge. Alors, on peut appeler ça égoïsme. Égocentrisme. Égocentrisme, égoïsme. Bon. On y reviendra. Mais quelle est la troisième étape? Commence à raisonner. Commence à raisonner. C'est une coopération qui s'installe. Oh, pas encore tout à fait. Pas encore tout à fait. Comprendre les limites. L'apprentissage. Commence à comprendre les limites. Commence à comprendre Quelles sont les limites. ses propres Et limites. de se discipliner un peu. Comprendre les limites. Parce que les limites sont imposées par les adultes. Et l'enfant reconnaît. Voilà. On commence à construire une sorte de. Voilà. Alors, je dirais qu'il commence à comprendre ses propres limites, à saisir. En tout cas, il a besoin de les toucher du doigt. Et du coup, autant il disait non à un moment donné, là, les mamans vont reconnaître peut-être
c'est tout seul. Il veut faire tout seul. Indépendance. Voilà. C'est la phase suivante. J'étais en avance tout à l'heure. On se rapproche. Hein? Oui, c'est l'indépendance. Je suis sûre que les mamans parmi vous savent ce qu'est la situation de leur petite fille, par exemple, qui veut le matin choisir ce qu'elle va mettre. Et c'est tout seul. Je veux choisir toute seule ce que je vais mettre aujourd'hui. Évidemment, ça ne va jamais avec le temps qu'il fait, mais voilà. Et en plus, elle veut mettre toute seule ses vêtements. Elle n'y arrive pas du tout, mais elle veut le faire toute seule. Et en plus, on est en retard pour l'école. Donc il faut un trésor de patience, oui, pour y arriver, de diplomatie, pour en venir à bout. À 2 ans toujours. C'est entre 2 et 3 ans, tout se joue autour de cette époque. Et en fait, pendant cette période, tout seul, l'enfant refuse l'aide et parfois même le contact des autres parce qu'il se sent emprisonné. Ce sont des gens qu'il aime, mais qui lui donnent l'impression d'être parfois un peu emprisonné comme ça. Donc à son niveau, il quitte les liens. Il apprend à son niveau la liberté. C'est une force de vie à nouveau en lui qui le pousse à vouloir être indépendant. Et du coup, il ne s'occupe que de lui. Et c'est comme ça qu'il explore et qu'il développe ses propres compétences, ses propres limites. Jusqu'à ce que la 4e phase se mette en place. Alors la 4e phase, c'est un petit peu le titre de notre conférence, c'est l'interdépendance. C'est ça qui est bien. L'enfant sent à nouveau le besoin de contact, le besoin de demander. Et c'est toute cette période, à partir de 3 ans, où l'enfant est beaucoup plus sociable, beaucoup plus malléable, beaucoup plus agréable aussi, quelque part. En fait, il est devenu capable de s'exprimer, dire non, dire tout seul, de demander, parce qu'il a appris à reconnaître son propre désir. Parce qu'il sait qu'il existe en tant que personne. Et parce qu'il se sent libre et capable. Donc il atteint ce niveau-là d'interdépendance. Je dirais que c'est le niveau de formation de l'interdépendance. Parce que petit à petit, il ira beaucoup plus loin, évidemment. Mais en tout cas, il n'a plus besoin de se protéger des autres. Et au contraire, il veut les découvrir, il veut interagir avec eux. Donc chacune de ces 4 étapes est nécessaire. Et elle structure la suivante. Nous sommes obligés de les traverser l'une après l'autre pour grandir. On ne peut pas brûler les étapes. On ne peut pas faire l'économie des murs pour faire tenir le toit. Autrement dit, je n'arriverai moi-même à l'autonomie que quand j'aurai exploré la dépendance, la contre-dépendance, l'indépendance et l'interdépendance. Ces phases vont se dérouler, se répéter en spirale tout au long de notre vie.
elles se chevauchent parfois, on peut être dans deux stades différents, et elles durent plus ou moins longtemps. Peu à peu, mon caractère, ma personnalité, mon cœur se déploient de cette façon. Alors, elles vont se rejouer, j'ai parlé du petit enfant, mais ces phases vont se rejouer à l'adolescence. L'enfant qui était dépendant commence à se rebeller, à rejeter les valeurs de ses parents, qui n'a pas connu ça, et à dire non. Donc c'est un autre niveau, mais ça se rejoue. Il commence à dire non, et puis après, il quitte ses parents. Il a besoin de liberté, il a besoin d'indépendance. Et plus tard, il reviendra vers eux. Plus tard, quand il sera devenu plus adulte, quand il sera moins sous influence. En quelque sorte, il sera une personne entière qui ira rencontrer d'autres personnes entières. Et il a besoin de ça. Et ça sera le niveau de croissance de l'interdépendance. Un niveau un peu au-dessus. Alors, pour être plus concrète, je vous propose d'essayer de repérer pour chacun et chacune d'entre vous le niveau, la phase dans laquelle vous êtes. Alors, par rapport à soi-même, il y a un indicateur. Il y a un indicateur, par exemple, il y en a plusieurs, mais un indicateur, ce sont nos émotions. En tout cas, celles qu'on ressent le plus souvent. Alors, j'ai peur de tout. J'ai peur des autres. J'ai peur de m'exprimer. J'ai peur de me mettre en avant. Je suis dépendant. Je suis colérique. Je réagis facilement par l'agressivité. J'ai tendance à contredire, à m'opposer. Je suis contre-dépendant. Je suis souvent triste ou dans le déni de mes sentiments. Je me sens froide. D'ailleurs, je ne comprends même pas comment les autres peuvent être si émotionnels. Je suis indépendant. Je ressens toute la gamme des émotions. Je les exprime librement. Je me sens ouverte, puissante, attentive aux autres. Je suis interdépendante. Ça vous parle? Chacune s'est reconnue? Et chacun. Alors je vous rassure, on peut bien sûr se trouver à des niveaux de développement différents selon les domaines. Et oui. Et n'oublions pas que nous progressons en spirale. Nous repassons périodiquement par ces 4 phases. Donc surtout, ne nous jugeons pas insuffisamment développés, parce que nous nous situons en dépendance, en contre-dépendance ou en dépendance. Non. C'est seulement le type d'attitude que nous avons besoin de vivre à ce moment-là et dans cet endroit précis. Alors gardons-nous évidemment d'interpréter ces étapes de façon rigide. De toute façon, l'humain est extraordinairement complexe, il ne peut pas se réduire à des schémas, ça c'est pour les besoins de l'analyse, mais en tout cas ce sont juste des incitations à réfléchir sur le sens de nos comportements. Alors et dans le couple, comment ça se passe? Le couple aussi va traverser ces étapes, il va grandir. D'une étape à une autre. Encore une fois, on ne peut pas brûler les étapes.
Il va grandir, traverser chaque étape avant de conjuguer l'amour au niveau de l'interdépendance. Et si dans l'enfance de chacun des partenaires, tout s'est passé dans l'amour et la compréhension totale des parents, tout sera assez facile. Ça sera plus simple. Sinon, il faudra plus de difficultés, plus de temps, plus d'efforts, plus de souffrance parfois pour y parvenir. Je dirais que le véritable amour nécessite que je sois tout d'abord capable de dire non à la personne que j'aime. Et puis que je sois capable de vivre sans elle. Et de vivre bien. Alors je pourrais enfin exister en face d'elle, avec elle, en tant que personne autonome. C'est-à-dire que je suis capable de vivre seule, mais je choisis par amour de vivre avec l'être aimé. Je suis capable de dire non, et du coup, je peux choisir par amour de dire oui. Mon oui n'a de valeur que si je suis capable de dire non. Je dirais qu'être pleinement et librement soi-même, c'est une condition de l'amour vrai. Il n'y a que celui qui n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, ni à lui-même, ni aux autres, qui peut librement être lui-même. Celui-là est celui qui s'aime, celui qui trouve la sécurité à l'intérieur de lui. Et je dirais que le respect et l'amour inconditionnel, pour moi, engendrent naturellement le respect et la compassion pour les autres. En fait, d'une manière générale, quand je me permets de ressentir mes émotions sans en avoir peur, alors je peux ressentir celles des autres. À ce moment-là, il n'y a plus de jugement. Il est remplacé par une compréhension profonde de l'être de l'autre. Et pour en arriver là, la seule voie, c'est de s'accepter. C'est de reconnaître ses droits et de pouvoir les affirmer. De reconnaître ses besoins. Bref, de s'aimer soi inconditionnellement. S'aimer soi-même, ben, c'est tout un programme. Ça me fait penser à ce cri de Lanza del Vasto qui disait « Où est-il celui qui s'aime, qui aime son intégrité, son accomplissement, son salut? Ce qu'aiment les gens, c'est leur plaisir, ils aiment leurs aises, ils aiment leur succès, ils aiment tout en eux, sauf eux-mêmes. » En fait, la relation à l'autre est le reflet de la relation à soi. Si nous ne nous aimons nous-mêmes que quand nous sommes bien, que quand nous réussissons, que quand nous sommes comblés, alors nous nous disons que les autres ne nous aiment que quand nous sommes bien, que quand nous réussissons, que quand nous brillons. S'aimer inconditionnellement. Est-ce que nous pouvons continuer de nous aimer même dans l'échec, même dans la souffrance, dans la maladie, dans les difficultés, et surtout dans l'échec, dans les souffrances, dans la maladie, dans les difficultés, parce que c'est vraiment là que nous avons besoin de cet amour.
s'aimer soi inconditionnellement. C'est la condition pour pouvoir enlever les barrières de protection qui nous séparent les uns des autres. C'est la condition pour pouvoir comprendre les autres, pour pouvoir vivre en harmonie avec eux, dans la liberté et dans le respect. Bref, pour vivre dans la phase d'interdépendance. Et donc, nous serons enfin autonomes. Alors pour terminer, j'aimerais rapidement revisiter l'autonomisation de la femme, des femmes, sur le plan social et historique, sous l'angle des 4 étapes qui jalonnent ce parcours. En fait, la femme d'il y a 70 ans à peu près était complètement dépendante de l'homme. Elle en était là. Financièrement, affectivement, socialement. Alors, dépendante, mais pas sans pouvoir. Ça serait encore un autre regard, une autre conférence même. Comment les femmes ont développé des stratégies pour trouver le pouvoir et une certaine liberté dans la sphère privée, quand bien même elles étaient écrasées socialement. Mais bon, il faudrait une autre conférence pour ça. En tout cas, elles en étaient là, et puis il y a eu le mouvement de libération de la femme. Le MLF était très radical. C'était non aux hommes. On entrait dans la phase de contre-dépendance. C'était dans le début des années 70. Et puis, les femmes ont dépassé ce stade. Elles sont entrées dans une phase d'indépendance. Elles travaillent, elles s'assument seules, elles élèvent seules leurs enfants, elles vivent seules. Bref, elles se sont prouvées qu'elles pouvaient exister en tant que personnes. Aujourd'hui, je dirais qu'on voit poindre à l'horizon la phase d'interdépendance. Comme une vie nouvelle avec les hommes. Un nouveau couple, une toute nouvelle qualité de relation basée sur le respect et l'amour véritable. Alors, j'ai envie de dire, pendant que les féministes, les activistes œuvrent pour plus d'indépendance, et c'est tout à leur honneur, plus de reconnaissance sociale de la femme, la Fédération des femmes pour la paix mondiale s'est donnée pour mission, entre autres, d'éduquer, d'accompagner les femmes de notre temps à l'interdépendance et donc à l'autonomie. Je vois qu'il est presque 8 heures, donc je vais terminer ici et je vous remercie.